Bonjour tout le monde, François Bégin est avec vous pour l'épisode numéro 201 de Ça ne tombe pas du ciel. Vous avez été nombreux à vous joindre à nous la semaine dernière pour notre grande célébration. Grande célébration parce qu'on a fait le lancement de notre nouvelle image. Vous la voyez présentement, ceux qui sont sur Facebook avec nous et ceux qui nous écoutez via podcast. Vous ne pouvez pas la voir, mais allez la voir sur Facebook parce que c'est vraiment beau ce que l'équipe de l'Agence M a fait. On a un nouveau logo vraiment sur la coche, très, très fier. Dave ne sera pas avec nous pour l'épisode 201. On le salue. Il va joindre à nous pour le prochain. Et on commence ça quand? On commence ça dans quelques secondes. Aujourd'hui, on reçoit Bruno Marchand, qui est directeur général de Centraide Québec Chaudière-Appalaches. Bruno va nous parler du lancement de leur nouveau livre, mais également de leadership vulnérable. Donc, il y a plein de leaders qui nous écoutent à Ça ne tombe pas du ciel. Est-ce que vous laissez voir votre côté vulnérable? Est-ce que des fois, on se met devant une belle carapace, surtout quand on parle de médias sociaux? Hein? Tout le monde est beau sur les médias sociaux, tout le monde est fin. C'est rare qu'on laisse montrer notre côté plus vulnérable. Donc, bienvenue à l'épisode 201 de ce podcast. Je suis très content de vous avoir avec nous. Puis merci encore de votre grande participation. Puis si vous n'avez pas visionné notre épisode 200, allez l'écouter parce qu'on avait plein d'invités. On a vécu vraiment un beau moment. C'est 2 heures, là, c'est quand même long, mais il y a du super contenu là-dedans. Fait qu'on commence ça quand? On commence ça maintenant. Alors, Bruno Marchand, bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. Merci d'être là. Salut François, merci de l'invitation. Ça me fait grandement plaisir, Bruno. J'ai eu la chance, le privilège de te recevoir au Réseau Mallette le mois dernier. Ça a été une super présentation de ta part sur le leadership vulnérable. Vraiment, là, que du bon feedback. Mais avant toute chose, j'aime ça placer les choses en perspective. J'ai dit d'entrée de jeu tout à l'heure que tu étais directeur général de Centraide Québec Chaudière-Appalaches, mais parle-nous un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené là? Oui, c'est intéressant. C'est pas un trajet linéaire. Hein. C'est vraiment que la vie de probablement plusieurs personnes qui nous écoutent ont vécu. Moi, j'ai gradué en philosophie de l'Université Laval. Alors là, déjà, les gens sont « Oh, c'est compliqué ». Bon, non, c'est pas si compliqué que ça. J'ai adoré mon parcours. Et j'ai aussi gradué en technique de travail social du Cégep de Sainte-Foy. Donc, 2 domaines qui ne vont pas toujours de pair. Et ensuite, j'ai travaillé au Cégep de Sainte-Foy, où j'ai été à la fois attaché politique de la vie étudiante, de l'association étudiante, pour ensuite devenir conseiller à la vie étudiante. Et là, je travaillais sur le volet mieux-être des étudiants, donc santé mentale. Oui. On était, entre autres, des travailleurs de corridor, donc c'est l'équivalent des travailleurs de rue, mais à l'intérieur, au chaud l'hiver, les conditions de travail sont beaucoup meilleures. Oui. Et on travaillait avec des activités à essayer de promouvoir la santé mentale. Déjà à l'époque, on est dans les années 90, et c'était arrivé comme ça parce qu'au Cégep, il y avait des directeurs, des directrices, des gens super concernés qui disaient le Cégep de Sainte-Foy ne doit pas être seulement un milieu d'éducation, mais un milieu de vie. Et un milieu de vie, ça veut dire que ça se préoccupe de la santé, parce que si tu veux réussir, il faut que tu sois en santé. En santé physique, mais aussi en bonne santé mentale. Et les étudiants, même s'ils sont dans la force de l'âge, à 18, 19, 20 ans, 21 ans, dépendamment s'ils sont en technique ou s'ils ont fait des parcours un peu variés et qui ont pris un peu plus de temps, ils ont aussi une santé mentale, ils sont aussi sujets à l'ensemble de ces espèces d'épreuves-là qu'on affronte tous. Et ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de place pour en parler, ils ont besoin qu'on nomme ces enjeux-là et qu'ensemble, on se dise, comment on travaille ça, la santé mentale, pour pas que ça dégénère. Juste une petite aparté, là. S'il y a encore des gens pour qui c'est tabou, santé mentale, là, c'est l'équivalent de santé physique. Maladie mentale, c'est l'équivalent de maladie physique. Si on peut être grossier un peu, là, si on peut tourner le coin rond, là. Donc, d'avoir une santé mentale, on en a tous une, comme on a tous une santé physique. Puis d'avoir des enjeux avec sa santé mentale, au cours d'une vie, c'est pas rare, c'est normal, ça peut tous nous arriver, parce que il arrive des coups durs, puis on est parfois vulnérabilisé, puis on essaie que ça ne dégénère pas dans une maladie. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, je pense, Bruno, c'est qu'on ne contrôle pas ça. On dirait que les tabous arrivent du fait que les gens pensent que c'est par choix qu'on vit des épisodes de santé mentale, de problématiques par rapport à ça. On dirait que c'est dans l'air là, de penser que c'est des mauvais choix de vie ou peu importe. Ça peut arriver à monsieur, madame, tout le monde. Là. En fait, ça va nous arriver. Il ne va pas nous arriver nécessairement une dépression majeure à tous. Il ne va pas nous arriver nécessairement des problèmes d'anxiété à tous. Mais on peut être sûr qu'au cours d'une vie, là,
on va avoir plusieurs épisodes de vulnérabilité de notre santé mentale, où on va être fragilisé. Tu as tout à fait raison. Ça vient en général de l'extérieur, de coups durs de la vie qu'on a un peu cachés dans le garde-robe, puis à un moment donné, quand on rouvre le garde-robe, on fait « Oh boy, le squelette est plus gros que je pensais ». Ça vient d'un paquet d'éléments de nos vies, de deuil qu'on va vivre, de pertes qu'on va vivre, de maladies qu'on va vivre, parce que la maladie physique peut avoir un impact sur notre santé mentale. Vous étiez quelqu'un d'actif, vous êtes plus capable d'être actif. En général, notre santé mentale en mange une claque. Donc oui, et ça vient pas, même si c'est lié à la tête, ça vient pas des choix. Ça vient pas des choix. Il y a personne qui dit hey, moi, là, ce que je souhaite, là, c'est être malade dans ma tête. Ce que je souhaite, moi, là, ça va être différent. Alors, il n'y a personne qui fait ce choix là. Et on aime ça, mais tu sais, c'est une façon de se protéger. Hein. C'est une façon de se dire ça doit être un choix. Donc, ça veut dire que ça peut pas m'arriver parce que moi, je choisirais pas ça. J'ai comme donc, ce qui est arrivé à François, ça, c'est surtout pas moi, parce que c'est François qui a fait le choix. Non, François n'a pas plus fait le choix que moi, que personne d'autre. Avec notre vie, on va être dans des situations d'équilibre. Vont nous arriver des crises, des enjeux, des problèmes, des éléments avec nos familles, nos enfants, qui vont nous mettre sur un pied, qui vont nous faire vaciller entre nos deux pieds, qui des fois vont nous rendre ça un peu plus dur de retrouver l'équilibre, de retomber sur nos deux pieds solides. Et on va avoir besoin autour de soi de soutien, et c'est tout à fait normal. Alors, j'ai travaillé là-dedans, et on a fait, je pense, le Cégep de Sainte-Foy a fait école en matière de prévention du suicide. On a eu des activités significatives qui ont prévenu significativement des suicides. On a diminué le nombre de suicides au Cégep. Et c'est pas parce que dans ce Cégep-là, il y en avait plus qu'ailleurs. C'est parce que ce Cégep-là a décidé de prendre à bras le corps avec les autres Cégeps de la région la question du suicide et de se dire on ne doit plus perdre nos étudiants. Donc, on doit agir en amont pour faire en sorte de faire de la prévention, de faire de l'intervention pour mettre sur la route des étudiants des lumières dans leur tunnel qui vont faire en sorte qu'ils vont réussir à avoir la sortie. Et c'est ce qui m'a amené de fil en aiguille à l'Association québécoise de prévention du suicide, où là, j'ai travaillé pendant autour de 6 ans à esquisser un Québec sans suicide avec collègues, associations, organisations, avec les centres de prévention du suicide. Donc, c'est une association provinciale qui, entre autres, chapeaute la semaine de prévention du suicide, une association qui existe encore et qui fait un travail déterminant et important. Et de là, à Centrale Québec, le PDG de Centrale Québec a pris sa retraite. Il n'y avait personne pour postuler, alors ils m'ont supplié à jouer de dans du tout. Mais j'ai le PDG a quitté. Moi, j'étais déjà bénévole à Centrale Québec. Je croyais à cette cause-là. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'important. Je le trouve encore. Et c'est en lien aussi avec mon engagement de vie, c'est-à-dire la santé mentale, la santé des gens, la solidarité entre citoyens. C'est comme ça que je suis arrivé à Centrale Québec. C'est une bonne histoire pour te dire un peu le parcours. Non, mais c'est parfait. Puis je veux juste que les gens comprennent aussi que ça nous touche souvent plus près qu'on pense. Je pense que ça a été l'objet d'ailleurs d'une de vos campagnes il y a quelques années, mais bon, Centraide, vous touchez à plein d'organismes dans la région. La pauvreté en est également présente dans certains de ces organismes-là, mais je me rappelle d'avoir vu ça ou d'avoir entendu ça, que des fois, on pense que c'est loin de nous, là, mais des fois, c'est beaucoup plus proche que l'on pense. Ça peut être votre voisin il a peut-être une voiture, là. On peut être dans la pauvreté puis avoir une job ou être entre deux jobs, puis surtout avec ce qu'on vit comme contexte présentement. Fait que c'est d'avoir un regard différent, oui, sur la santé mentale. Là, il y a beaucoup d'éducation et de travail à faire, mais de façon générale, sur les besoins criants de notre communauté. Ça peut être du monde proche de vous puis plus proche que vous pensez. Bien sûr, on demande aux gens qui nous écoutent de faire la réflexion, là, de regarder là, en toute honnêteté autour d'eux. Là. Les collègues, les gens de leur famille, les enfants, les parents. Il n'y a personne, je pense, qui ne sera pas capable de trouver quelqu'un qui en arrache pas. Vraiment. On a tous quelqu'un autour de nous qui a eu des enjeux de santé mentale, qui a vécu dans la pauvreté, qui a perdu une job. Ça fait écho à ce qu'on disait tantôt sur la santé mentale. Là. C'est des coups, en général, qui viennent de l'extérieur, pour lesquels on est bien misère à les affronter. Il faut casser cette conception, tu as tout à fait raison, François, que c'est quelqu'un de mérité, qui veut pas travailler. C'est quelqu'un qui a pas fait des mauvais choix. Donc, c'est loin de moi, ça m'arrivera pas. Ben non. Et moi, dans mon quartier, là, il y avait un homme qui a perdu son fils dans un accident de voiture. Le couple en a arraché. Le couple s'est séparé. Puis, de fil en aiguille, à travers 2-3 coups de dur, il s'est mis comme dans sa chaloupe, et il s'est mis à avaler de l'eau, puis il est tombé bas. Puis, il a eu besoin de banque alimentaire. Puis, il a eu des enjeux de santé mentale. Puis, pour s'en sortir, il a eu besoin d'organismes communautaires. Ben, c'est quoi la différence entre lui et moi, là? C'est que moi, j'ai pas eu la malchance de vivre. Exact. C'est un coup de dé, là, c'est un flip de coin qui revire du mauvais côté, puis on s'est tombé sur lui, puis pas sur toi, tu sais. Puis, tu sais, on ose ça se prétendre qu'on travaille à ça, là, qu'on est capable d'affronter toutes les vagues, toutes les tempêtes du monde. C'est pas vrai.
Donc, à partir de là, on essaye que notre bateau soit assez solide pour affronter les tempêtes, mais on sait tous fondamentalement qu'il n'y a pas de tempête, qu'il y a des tempêtes qu'on ne pourrait pas affronter malgré la grosseur de notre bateau, malgré qu'on avait un cuirassé. Si ça dégénère, s'il y a une vague de 100 pieds de haut dans un tsunami, on n'y arrivera pas. Ouais. Donc, ça se peut que consécutivement, plusieurs vagues, à un moment donné, nous fassent chavirer. On a besoin de l'aide des autres. Il n'y a rien de mal là. On a besoin du soutien. Puis moi, ce qui me rassure, c'est que dans notre communauté, il y a un filet humain qui s'appelle des organismes communautaires, entre autres, soutenus par des gens généreux. C'est comme ça qu'on a pensé à Centraide, pour redonner à des organismes communautaires qui créent ce filet humain pour échapper personne. Donc, peut-être moi demain, donc peut-être vous après-demain, ou peut-être un de vos proches, ou certainement quelqu'un qu'on connaît cette année, parce que dans la région, là, c'est une personne sur 5 qui a besoin d'organismes communautaires par année. Donc, c'est sûr, c'est autour de nous. Là. Et il y a un parallèle, Bruno, entre notre sujet du jour, on va parler de leadership vulnérable, parce que tu disais, quand la barre coule, des fois, on peut aller chercher de l'aide autour de nous, mais pour un leader, parce qu'on a une communauté entrepreneuriale qui nous écoute à Ça ne tombe pas du ciel, on en a vécu des défis dans les derniers mois, dans les dernières années. Il y en a tout le temps des défis quand tu es entrepreneur. Là, les défis derniers sont... Le COVID, là. C'est pire que jamais, ou mieux que jamais, tout dépendant de quel bord on voit ça, mais... Oui, parce qu'il y en a pour qui ça va bien. Oui, exact. Ah oui, j'en côtoie, là, qu'ils ont des mois records. Là. Puis c'est triste de voir qu'il y a on parle déjà que dans notre société, il y a de l'inégalité entre les plus riches, les plus pauvres, mais là, je pense que le fossé est en train de s'écarter encore plus avec la pandémie. Mais ceci étant dit, la vulnérabilité, pour moi, comment je le vois, puis tu me diras, je suis dans le champ complètement avec le sujet, mais c'est d'être capable d'être assez humble, donc il y a de l'humilité là-dedans, pour dire à ta gang, pour dire à tes collaborateurs, que ce soit tes clients, tes employés, de dire, regarde, j'ai besoin de votre aide. Là. C'est bien correct de faire ça puis d'être un one-man show, mais j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « It's lonely at the top ». Quand tu es en haut de ton histoire, tu te sens tout seul. Mais d'avoir l'humilité d'aller chercher autour de toi des fois des réponses, des pistes de réflexion sur une problématique donnée. Puis, le modèle du leader parfait, invulnérable, du leader solide, qui a réponse à toutes les questions, il n'est pas si loin de nous que ça. Là. Il y a quelques années, c'est quand on regarde les films, là, c'est Bruce Willis dans Die Hard, c'est n'importe quel héros de films occidentaux où souvent, il va affronter l'armée tout seul. Pensez aux films que vous aimez d'action, là, c'est ça. Le principe, là, c'est souvent un gars tout seul qui fait toute la différence face à une légion en face de lui. Là, et c'est ce qu'on aime. On aime croire nos héros invincibles. Et on se dit, moi, si je suis un homme d'affaires, si je suis une femme d'affaires, je suis à la tête d'une organisation, c'est comme ça qu'il faut le choix. Donc, on essaie par effet d'imitation, par conception qu'être un leader, c'est ça, j'ai envie de dire, de reprendre le modèle, de dire, c'est comme ça que je dois être. Ouais. Et je pense que ça vulnérabilise beaucoup nos entrepreneurs, nos hommes et nos femmes qui sont à la tête, oui, qui sont en haut de la pyramide, parce que de se penser, de se devoir être parfait, d'être obligé d'être infaillible, ça fait en sorte que ça met une pression encore plus grande sur ces gens-là qui sont en haut de la pyramide. Ça leur met une pression énorme de masquer toutes les fuites qui pourraient apparaître et dire, non, moi, je dois savoir, je dois avoir les réponses, je dois toujours être celui qui est souriant, qui est invincible, je suis le maître du monde, là, et ça ne se peut pas. Et quand tu combines ça, Bruno, avec tout le... Parce qu'on parle beaucoup de croissance financière aussi à Ça ne tombe pas du ciel, puis quand on parle de toute la pression puis des idées préconçues qu'il y a face à l'argent au Québec, là, on est vraiment encore dans l'héritage judéo-chrétien, là, de né pour un petit pain, l'argent c'est mal. Fait que beaucoup d'entrepreneurs vont entendre ce que je dis puis vont dire ouais, c'est vrai qu'on se fait juger. Hein. Des fois, tu as une belle voiture puis tu vas entendre des commentaires négatifs. Fait que il y a tout ça qui rentre comme de la pression de vouloir performer, mais quand tu performes, tu as de la pression de pas trop le montrer, puis c'est capoté là, ce qui se passe dans le cerveau d'un entrepreneur. Là. C'est une mince ligne, hein? Ce sont des funambules, je dirais. Ils doivent marcher sur un fil de fer. Pas simple. Imagine-toi si en plus s'ils donnent l'obligation d'être parfait. C'est clair. Alors, tu en sors une journée, tu en sors une semaine, tu en sors une année, mais la vie va faire en sorte, malheureusement, que tu vas avoir des soubresauts où ta perche, ça va vaciller là, sur ton... Puis là, si tu veux pas que le monde ait l'impression que tu vas tomber ou que tu es en train, comme un funambule, de tergiverser entre droite et gauche, puis tu essaies de montrer une solidité que tu n'as plus,
là, tu deviens en porte-à-faux de toi-même. Trouver le sens comme entrepreneur, ça devient dur. Parce que tu le sais qu'à l'intérieur, t'en arraches, t'as quelque chose de difficile, t'as une situation qui est compliquée, mais il faut que tu continues de jouer le casting de l'homme ou de la femme parfaite. Et là, tu viens en propre dichotomie avec toi-même. Tu viens déchirer avec toi-même. Et c'est dur de trouver le sens. C'est dur de continuer ces journées-là. Parce que tu te permets pas, tu penses pas que tu peux te permettre, ou tu n'arrives pas à dire exactement ce que tu disais tantôt, François. J'ai besoin de votre aide, là. Ici, j'arrive au bout de mes ressources. Et il n'y a pas de mal à faire ça. Parce que il fut un temps, peut-être, où on voulait nos entrepreneurs un peu à l'image des explorateurs de l'époque, là, qui est sur ton bateau, puis là, tu es convaincu que tu vas trouver l'Amérique, là, puis il n'y a pas de faille dans ton système, puis tu mates la mutinerie parce que même si ça fait 50 jours que tu es sur l'eau, là, tu continues de croire dur comme fer, tu vas trouver la terre en avant de toi. Fait que finalement, ta route des épices, ça devient un petit peu un mirage, là, tu sais. Ben, il m'a dit qu'il y en a qui devaient être déçus quand ils pensaient en même, qui ont trouvé le Canada. Puis Jean Cartier et les autres ont été obligés de leur dire que c'était du blé d'Inde pour leur faire croire qu'ils étaient en Inde. pour un peu donner de laisse à la mutinerie qui s'organisait. Ben oui. Mais blague à part, c'est les gens avec qui on travaille, les nouvelles générations, mais aussi l'ensemble des gens avec qui on travaille, ne s'attendent plus à ça d'un leader. Puis même, je dirais, quand ils voient ça d'un leader, il décroche encore plus. Oui, vraiment. Le leader qui est là, puis qui donne des ordres, puis qui dit, on n'a plus le goût de se faire traiter comme un moins que rien. Tu sais, je sais, on n'a jamais probablement eu le goût de faire ça, mais probablement que si on regarde il y a plusieurs années, nos grands-parents, ben c'était ça. Tu sais, t'avais le boss en haut, puis hey, je me rappelle même moi, là, tu sais, j'ai 39 ans, là, Bruno, là, j'ai pas vécu à la guerre, là, tu sais, mais même dans mes premiers emplois, d'aller parler avec mon patron ou ma patronne dans ce cas-là, ça me prenait tout mon petit change d'aller cogner à sa porte. J'avais peur de me faire ramasser, j'avais peur de me faire engueuler. Mais c'est une espèce de régime de terreur que, malheureusement, encore en 2020, on voit encore dans certaines organisations des gens qui se sont pas renouvelés. Et c'est pas performant. Si on parle juste à l'entrepreneur qui veut performer, l'entrepreneur qui n'est pas capable de communiquer, qui n'est pas capable de créer des liens significatifs avec les gens proches de lui, obtient moins de performance de la part des gens. Convaincu. Je pense que c'est cette espèce de top-down qui descend un peu très militaire, là, dans lequel il faut tout le monde prend sa place, personne critique, tout le monde descend la ligne de commandement. Là. Je pense que les jeunes qui sortent de nos universités, qui sortent de nos collèges, ont plus envie de ça. Et je pense que cette ligne-là, si elle est maintenue, les gens vont avoir de la misère à recruter du monde parce que les gens veulent avoir droit au chapitre, ils veulent participer à la construction, ils veulent donner leurs idées, ils veulent être écoutés, être entendus, ils veulent être considérés, ils veulent dire tu as de l'importance et sans toi, on ne pourrait pas aller là où on va aller. Donc, tes compétences, tes forces complètent les miennes, même si c'est moi le patron, tes forces complètent les miennes et sans toi, les miennes ne sont pas suffisantes. C'est ça le message. C'est d'accepter que si je réunis 10 personnes autour de moi, elles ont des idées, elles ont des forces, elles m'amènent à voir des côtés, des facettes qu'on essaie de regarder, elles amènent des idées que moi, je n'aurais pas. Et c'est tant mieux. Et les plus grands leaders sont comme ça, sont capables de mettre autour d'eux des gens encore plus compétents qu'eux, plus intelligents, et ils ne se sentent pas apeurés de ça, ils ne se sentent pas inquiets, ils ne se sentent pas menacés non plus. Non, parce que au final, pour l'entreprise, pour le but qu'on se donne ensemble, c'est meilleur. Pour le trophée qu'on va aller chercher, c'est meilleur. Imaginez-vous un chef d'entreprise, un coach de hockey qui dit « Moi, je ne veux pas avoir dans mon équipe de grands joueurs parce que je veux sur la glace être le meilleur. » Exact. Parfait, mon grand. Ça marche pas. Tu vas jouer tout seul. Ben, tu vas jouer tout seul. Exact. Tu vas une série de gens sur la glace, empotés dans le patin, qui vont entendre que tu leur dises « Va là, fais ci, fais ça. » Puis il y a peut-être des entreprises qu'il faut que ça marche comme ça parce qu'il y a des secteurs peut-être qui nécessitent plus un top-down naturel, mais la majorité des secteurs, maintenant, les gens ont le goût d'embarquer sur la glace, ils ont le goût de pouvoir estimer le potentiel, de participer aux décisions stratégiques, comment on va attaquer l'autre équipe, quelle stratégie on va prendre. Les jeunes, les moins jeunes aussi, c'est devenu dans la culture, dans l'air du temps, ils veulent être, qu'on leur laisse de la patinoire pour s'exprimer, ils veulent faire partie d'un tout, mais ils veulent aussi sentir qu'ils sont partie prenante et pas juste une paire de patins à qui on dit voilà, tourne à gauche, tourne à droite, fais une passe, fais pas ci, chaque lance, fais pas ça.
cette stratégie-là n'amènera pas la meilleure équipe sur la glace, c'est sûr. On a tous vu passer, Bruno, sur les médias sociaux, l'espèce d'image qui illustre la différence entre un boss et un leader. Tu sais, le boss qui est là puis qui donne des ordres d'en haut, puis le leader qui est en train de travailler avec sa gang puis qui bûche. Puis c'est ça qu'on veut voir aujourd'hui d'un leader. On veut quelqu'un qui se retrousse les manches puis qui vient avec nous sur le plancher puis qui s'implique dans notre quotidien, qui connaît notre réalité aussi, puis qui a surtout de l'ouverture, que quand quelque chose ne fait pas, mais puis qu'on va voir notre patron, qu'on va voir notre leader, puis qu'on dit « Hey, boss, je pense que ça, là, ah ouais, écoute, t'as raison, on va regarder ça, ça fait du sens. » C'est l'ouverture d'esprit, au lieu de dire « Ouais, ben non, pas vraiment. On fait ça de même depuis 30 ans, puis ça devrait être de même encore pour les 30 prochaines années. » Fait qu'être un leader vulnérable... Après l'activité en place, mais en disant que c'est toi qui l'as mis, j'ai vu ça. Ben oui. Ah ouais, OK. Quelqu'un te une idée, tu fais « Non, c'est pas une bonne idée, t'as mis en place. C'est moi qui ai eu cette idée-là. » Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Mais, tu sais, pourquoi François, ça arrive pas? Pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à accepter ça alors que l'analogie est claire, là? L'équipe va aller plus loin, le trophée est plus... on est plus rapproché du but qu'on poursuit si on met les efforts d'une équipe ensemble. Il y a quelque chose aussi qui s'explique dans la personnalité du leader. C'est que dans la personnalité du leader ou de la leader, il y a... Tu t'en vas pas te mettre up front si tu ne penses pas que tu en vaux la peine. Tu n'en vas pas te mettre dans le côté visibilité de la chose, parce que comme entrepreneur, c'est toi le propriétaire, c'est toi le décideur, comme gestionnaire, c'est toi qui es en haut de l'équipe, comme tu dis. Mais il y a quelque chose qu'il faut accepter aussi comme leader pour que ça marche. Ça veut dire que le leader n'est pas le plus important de l'équipe. Il faut que j'accepte, moi, de dire mon importance est grande, mais c'est un rôle parmi d'autres qui permet à une équipe de réussir. Et si j'accepte pas ça, si j'accepte pas de mesurer, de pondérer la propre valeur que je m'accorde, parce que moi, je me trouve tellement important, puis je suis tellement grandiose, puis je suis tellement extraordinaire, puis sans moi, les choses n'arriveraient pas. Si j'ai besoin d'avoir la certitude que sans moi, c'est le déluge, je ne pourrais pas être un leader vulnérable. Parce que je vais forcer les choses pour que tout le monde soit toujours en train de me dire « Hey Bruno, t'es extraordinaire. Hey François, sans toi, on ferait rien. Hey François, sans toi, là, tu meurs demain matin et la Terre arrête de tourner. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça n'enlève pas notre importance. Ben, j'en reviens au mot humilité, Bruno. Il y a une forme d'humilité là-dedans, de dire d'accepter que on n'est pas un one-man show. Quand j'envoie des modèles d'affaires de gens qui ont 30, 50 employés, pour être rendu où est-ce que tu es là, il a fallu que tu trouves des gens compétents autour de toi à un moment donné. Tu n'as pas toutes fait les tâches de ces 30 personnes-là. Là. Fait que qu'est-ce que ça va t'enlever à toi de leur mettre un peu de soleil puis de les mettre un peu en dessous de la lumière, ces gens-là? Ça va rien t'enlever. Là. C'est comme, je me rappelle au primaire. François, ça va rien t'enlever si tu es là pour la mission de l'organisation. Oui, exact. Si tu es là pour la réussite du collectif. Mais si tu es là pour ta réussite à toi, si tu es là pour ton time to shine, si tu es là pour le follow spot sur toi, ça va t'enlever quelque chose. Tu vas avoir l'impression de perdre de quoi. Mais en réalité, tu te mets en avant de ton entreprise, puis ça, c'est une recette qui... Sur le court, moyen terme, c'est peut-être bon, là, mais sur le long terme, ça finit tout le temps par te rattraper. Là. Je pense pas que tu vas pouvoir construire la meilleure équipe. Parce que les gens vont vite comprendre que tu es là uniquement pour toi. Ils vont te laisser. Exact. Les meilleurs ne resteront pas avec toi. Puis, vas-y, c'est quoi? Concrètement, là, les gens nous écoutent puis ils disent c'est des beaux concepts, c'est de la belle théorie. Ça part par où? Quelqu'un qui... Peut-être qu'on s'en rend même pas compte, qu'on n'est pas tant dans la vulnérabilité, puis dans l'ouverture, puis dans ces valeurs-là qu'il faut mettre de l'avant, mais peut-être que comment qu'on fait pour s'en rendre compte? C'est ça ma question. Est-ce que c'est des signes que, toi, tu as un turnover d'employés qui est plus grand qu'ailleurs? Il y a sûrement des indicateurs là, qui t'enlignent vers je ne suis peut-être pas dans la bonne direction. Oui. Moi, je pense que tu nommes un aspect fondamental. Les gens qui sont avec toi, les gens qui te quittent, ils sont pourquoi? Parle aux gens autour de toi. Parle aux gens qui te quittent. Pourquoi tu quittes? Dis-moi sincèrement. En général, on dit que les gens quittent à cause des leaders. On dit que les gens quittent à cause de... qui ne se retrouvent pas et on affuble, à tort ou à raison, une importance aux leaders de ne pas avoir fait la place qu'il fallait. Donc, moi, je pense qu'il faut... moi, je pense que c'est un premier point central. Parle aux gens autour de toi dans des discussions honnêtes. Pas dans des discussions, dis-moi ce que je veux entendre. Dans une discussion, on a juste savoir. Quitte à prendre quelqu'un qui n'est pas impliqué émotionnellement, qui est de l'externe, puis de faire un exit interview avec quelqu'un d'autre. Là, oui. Ça, c'est quand on a le courage de faire ça, puis ça va aller dans mon deuxième point,
autant l'audit interne et l'audit leadership. Pas juste, on est habitué de faire des audits financiers. Hein. Oui. On est habitué de faire ça. On veut prouver, on veut montrer patte blanche, qu'on soit dans une entreprise d'action, qu'on ait des partenaires d'affaires, pour nos créanciers, peu importe. On veut monter patte blanche, donc on fait des audits financiers. On ne fait jamais d'audit leadership, en tout cas, on n'en fait pas souvent. Non, j'ai jamais entendu ça, moi. Et c'est aussi important. Le leadership en est où? Est-ce qu'on a le bon leadership en fonction de où nous sommes rendus? Et si on a l'adapté, ben, les gens vont être capables de le faire. Tout comme on est capable de le faire pour la réalisation de notre mission, on est capable de mettre des sections de nos services en place, des nouveaux produits, d'adapter nos produits. C'est la même affaire que le leadership. Mais pour ça, il faut avoir l'humilité de se dire on va se faire un bon diagnostic. Et ce bon diagnostic-là, ben, il y a des firmes qui font ça, il y a des entreprises qui font ça, il y a des gens compétents qui sont capables d'aller évaluer 360 l'impact du ou de la leader. Parce que moi, on ne fait pas juste référence ici au propriétaire de l'entreprise ou au PDG de l'organisation. Un gestionnaire, un chargé de projet, des gens qui sont directeurs ont un rôle, et eux aussi, c'est pas, le leadership général, c'est pas juste pour le grand boss en haut ou la grande boss, c'est pour tout le monde qui a un rôle de leadership. Donc, en ce sens-là, ben, je pense qu'il faut avoir l'humilité de se regarder, de dire, OK, je vais acquérir le diagnostic, et je pense que ce qui vient tout de suite après, c'est d'être, là, j'ai un terme anglais, là, mais c'est coachable, là. Oui. C'est d'être coachable, d'avoir l'humilité de dire, je ne suis pas abouti, là. Tu sais, je m'appelle François, j'ai 39 ans, je m'appelle Bruno, j'ai 48. Je suis pas rendu au bout de ce que j'ai à faire dans ce que je suis. Moi, j'aime bien l'idée. Je vais être coaché. Exact. L'idée de se voir, Bruno, comme un éternel étudiant. Tu sais, je pense que c'est ce qui va faire de moi quelqu'un qui va jamais vieillir. OK, ouais, physiquement, là, mais tu sais, de dire, ouais, j'ai tout le temps quelque chose à apprendre de la vie. Moi, je continue à faire des cours à l'université depuis 15 ans. Je fais un cours par session juste pour me garder en mode j'apprends. Puis j'apprends tous les jours de tout le monde, de mes clients, de ma femme, de mes enfants. Tout le monde me feed. Mais si un jour tu m'entends dire, Bruno, moi, je suis rendu une sommité. Hein, je suis la sommité de mon art. Mais là, viens me sacrer un bon coup de pied derrière parce que ça va vouloir dire que j'ai plus rien à apprendre de la vie puis ça va être triste en tabarouette. Non, puis ce jour-là, là, tu deviens tellement suffisant. Tu deviens comme personne tellement suffisant de penser que juste les autres peuvent apprendre. Toi, t'es complet. Là. Mais bon, je partage ce que tu dis, François. Il y a quelque chose à apprendre. Et d'accepter qu'on a des choses à apprendre, c'est d'accepter qu'on ne vise pas une réussite. On ne vise pas quelque chose qu'on va atteindre. On est ambitieux. On ne l'atteindra peut-être jamais, même si on est ambitieux, même si on veut l'atteindre. Mais le processus pour se rendre est dans un processus d'apprentissage où chaque jour, je suis un peu meilleur. J'avais lu un livre d'une sommité d'université en Ontario sur le leadership, puis il disait les meilleurs leaders, ce sont ceux qui apprennent, pas ceux qui sont parfaits. Et c'est ceux qui apprennent chaque jour. Exact. Et qui le reconnaissent et qui sont capables aussi d'accepter puis de démontrer que, regarde, c'est quoi, je me suis trompé dans telle situation, puis je la referai pas, cette erreur-là. Tu sais. Oui. Personne n'est parfait dans la vie. Puis si tu t'es trompé, puis tu n'oses pas l'admettre, ben, tu laisses de la répéter. Tu as tout à fait raison. Alors que le jour où tu es capable de te regarder, là, les deux gens fassent des trous, comme disait ma mère, là, puis faire, je me suis trompé, là, tu es déjà sur une première bonne étape pour ne pas répéter l'erreur. Exact. Mais ça suppose d'admettre que tu as fait une erreur. Ou qu'on a fait collectivement l'erreur. Écoute, Bruno, tu nous parles de livres, puis je vois le temps qui file. Je voulais qu'on parle du plomb dans les ailes parce que vous venez de faire votre lancement de livre la semaine dernière. L'idée est venue de où? Je trouve ça extraordinaire que Centraide publie un livre. J'imagine que, bon, derrière ça, il y a l'idée de mettre en lumière certaines réalités de notre société, mais j'imagine que c'est une façon aussi de lever des fonds qui est extraordinaire parce que ça sort du cadre habituel de donner. Là, on donne, puis on reçoit un bouquin qui est vraiment trippant. Parle-nous-en un peu. Oui, on ne fera pas fortune avec ça parce que le monde de l'édition au Québec... on s'entend que c'est pas, on n'est pas dans des eaux financières, là, de bénéfices extraordinaires. Il pourrait y avoir un léger profit parce que les revenus nous reviennent. Évidemment, l'éditeur qui nous soutient là-dedans là, a des frais et il doit les couvrir, mais puis ces profits-là seront bien injectés dans la communauté comme ce qui est Centraide. Pourquoi un livre? Pourquoi ce thème-là? D'abord, pourquoi le thème? Parce que ce thème-là nous met du plomb dans les ailes. C'est le titre du livre. Et il nous met du plomb dans les ailes à tous, c'est-à-dire que il y a deux menaces sur l'humanité, les deux plus grandes menaces à l'humanité, puis ça, c'est pas nous qui les disons, là.
ce sont des organisations mondiales de grand renom, c'est les changements climatiques et c'est les inégalités sociales. Et là, on pourrait se dire, là, dans ce livre-là, on parle d'inégalité sociale. On pourrait se dire, c'est ça, c'est pour les pauvres, c'est les démunis, c'est pour ceux qui sont dans le plus bas des quintiles, des déciles, là, ceux qui ont le plus faible revenu, eux autres souffrent des inégalités. Ou encore, tu sais, des préjugés là, du genre, on n'en a pas de ça au Québec, c'est juste en Afrique que ça se passe. Moi, j'ai eu la chance de collaborer avec les Nations Unies pour les objectifs de développement durable dans divers engagements, puis c'est fou de voir OK, il y a 17 priorités, mais on les a tous ici au Québec et au Canada. Là, on a beau être privilégiés, là, il y en a de l'inégalité partout. Là. Et elles s'accroissent. Les gens pensent que quand on regarde aux États-Unis, on fait c'est beaucoup moins pire qu'aux États-Unis, c'est beaucoup moins pire que dans d'autres endroits dans le monde, donc on est correct. Non, on a de meilleurs liens, on a une moins grande distance entre les plus riches et les plus pauvres, mais elles s'accroissent, ces inégalités-là. Et l'effet qu'elles s'accroissent, ça a vraiment là, un effet plombant pour tout le monde, même ceux qui sont dans les quintiles les plus élevés. Et ça, c'est documenté parce qu'il y a plus de coûts. On paye tous plus pour couvrir les effets des inégalités, mais les effets de la pauvreté. Parce qu'on parle de la contribution dans des époques, et là, dans la pandémie, ça le ralentit un peu, mais la perte de main-d'œuvre, la perte de contribution, c'est une perte importante. La perte de contribution humaine, mais la perte financière que ça entraîne. Il y a plus, dans les endroits inégalitaires, il y a plus de gens emprisonnés, il y a plus de coûts d'utilisation, il y a plus de violence, il y a plus de distance entre les citoyens, les gens ont plus besoin d'engager des coûts pour se protéger. Et là, les gens qui ont s'adressent, ils ont tous voyagé aux États-Unis, ils ont juste à penser à leur dernier voyage dans une ville américaine, je sais que ça s'est pas fait probablement récemment, mais il y a 1 an, il y a 2, mais c'est fréquent de voir des villes où on débarque, et on se fait dire, si vous êtes une femme, n'allez pas à tel endroit, faites attention comme couple, restez à cet endroit-là, parce que là-bas, il y a des enjeux de pauvreté ou il y a des enjeux de violence. Ah oui, ça existe encore. Mais c'est là-dedans qu'on veut vivre. Et les gens me diraient, mais on ne vit pas là-dedans. Oui, mais moi, ce que je dis, je ne veux pas être prophète de malheur. Mais c'est pour ça que Centrale, on a publié un livre, c'est pour dire, on a du plomb dans les ailes dont on souffre tous des inégalités. Si on acceptait de les réduire, on aurait une meilleure communauté et on serait tous plus riches. Et l'autre chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que là, les gens font, ça revient à ce que tu disais tantôt, les gens font, ouais, mais là, moi, je suis riche, j'ai de l'argent, j'ai tout ça à me sentir coupable de ça. Non. Notre propos n'est pas de dire, on va réduire les inégalités en baissant les gens qui ont des revenus. Notre propos est de dire, il faut élever les gens du bas. Je donne un exemple. Dans les quartiers de Québec, les quartiers centraux de Québec, là, il y a 8 ans d'écart d'espérance de vie, de moins, lorsqu'on est dans un quartier défavorisé, que lorsqu'on est dans un quartier favorisé comme Sillery ou dans certains lieux de Sainte-Foy ou la Haute-Ville. Incroyable. 8 ans d'écart pour quelqu'un qui naît. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un monde juste avec tous des chances égales? La réponse est non. Le livre parle de ça et amène le débat sur la table. On n'amène pas de solution. On se dit, regardez, là, voici les conséquences mesurées, scientifiques. C'est pas un livre scientifique, c'est un livre qui digère bien, là, qui est vraiment... Oui, beaucoup d'illustrations, effectivement. Beau petit format, ça, c'est génial. Mais le but, c'est de dire, par rapport à l'écart d'espérance de vie, on n'en demandera pas aux gens qui ont le meilleur écart d'espérance de vie, de diminuer leur espérance de vie, mais comme collectivité... Ça serait difficile, Bruno. Ben non, c'est ça, on a avantage à élever ceux qui n'ont pas la même espérance de vie que toi ou moi à la naissance, parce qu'on a eu la chance de vivre dans un milieu un peu plus favorisé. Alors, en ce sens-là, c'est ça le principe des inégalités. C'est pas de faire sentir les gens coupables, c'est de se dire, on y perd tous, on a du plomb dans nos ailes, pas juste les gens démunis. Et donc, en ce sens-là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, on n'arrive pas avec des solutions, mais on met sur la table, à travers des thèmes comme la santé, l'éducation, la justice. La Cour suprême dit qu'on n'a pas accès tous également à la justice, qu'on n'est pas tous capables de se défendre également face aux enjeux de justice qu'on pourrait vivre. Donc, en ce sens-là, c'est pas des lubies. On a colligé ça, on a présenté ça à travers quelque chose de très illustré, de super intéressant. Puis on vient dire aux gens, si vous partagez le constat, ou si vous ne le partagez pas, débattons-en. Puis si vous partagez le constat, on regardera après qu'est-ce qu'on fait comme collectivité. Mais ne fermons pas les yeux sur quelque chose qui nous touche tous. Alors, le livre est en vente. Je sais que les gens se disent, merde, il faut que j'achète ce livre-là. Les librairies en ont reçu parce que la première salle qui est arrivée dans la librairie, c'est toute vendue. Là, les librairies en ont reçu en fin de semaine passée. Donc là, c'est le temps ou jamais. Et en même temps, tu n'achètes un pour toi, tu n'achètes pas pour ta gang, tes employés, tu n'achètes pour des cadeaux de Noël. On fait d'une pierre 3 coups et on débat de ça collectivement et on se dit, mais quelle communauté, quelle société on va avoir.
au bénéfice de tous. Et c'est ce qu'on fait à Ça ne tombe pas du ciel. On invite les gens à vivre une croissance, d'abord au niveau personnel, de prendre conscience, de connecter sur un discours comme ce qu'on a échangé ensemble, de leadership vulnérable, d'être une meilleure personne. Et ensuite, quand ça c'est fait, bien, on va juste s'ouvrir un petit peu les œillères puis les yeux puis dire « Ah, peut-être qu'il y a des besoins autour de moi. » Et je pense que Du plomb dans les ailes vient vraiment illustrer ces iniquités-là puis ces besoins-là. Puis après ça, bien, qu'est-ce qu'on fait, Bruno? On prend action. Et je veux pour ça souligner la contribution des auditeurs de Ça ne tombe pas du ciel. Un grand merci. On a lancé avec le 200e épisode une campagne. C'était fait via mon anniversaire que j'ai célébré en même temps. Je suis heureux de t'annoncer qu'on a ramassé notre petite contribution à nous. On a 1 000 pour Centraide qui s'en vient. Fait que... Il n'y a pas de petite contribution. Oui, c'est ça. Exact. C'est ça que je me disais. Il n'y a pas de petite contribution. C'est généreux. Merci à toi de placer ça dans l'espace public, d'y contribuer. Merci aux auditeurs. Il n'y a pas de petite contribution. On peut faire à travers des petits montants une épicerie pour une famille de 4 qui n'a pas assez de bouffe sur sa table. On peut soutenir psychologiquement des papas qui sont en difficulté. On peut aider des enfants à poursuivre l'école. C'est fou ce qu'on peut faire. Mais ça prend la contribution des gens et ça n'en est pas une petite. Merci beaucoup. Ben, merci aux auditeurs. Puis j'invite à continuer de le faire parce que vous êtes en campagne aussi présentement annuelle. Ben, je pense on le dit, les entrepreneurs qui en arrachent, c'est des gens qui ont perdu leur emploi, les besoins ont quintuplé. Si on est dans une situation inverse, que les choses vont bien ou qu'on a gardé une sécurité, je pense plus que jamais il faut accepter de contribuer. Centraide va prendre cet argent-là, va la rétribuer chez nous, pas ailleurs, dans notre connectivité, dans nos communautés, ici, et va l'envoyer là où le bas blesse. Pas là où c'est populaire, là où le bas blesse, là où sont les besoins, avec des organisations communautaires qu'on a évaluées, soutenues, rigoureusement étudiées et dont on sait qu'ils utilisent l'argent adéquatement pour des besoins réels de gens d'ici. C'est ça, Centraide. C'est ce moyen-là qu'on se donne ensemble. Merci Bruno Marchand pour ton temps. Ça a été vraiment un grand bonheur pour nous de te recevoir à Ça ne tombe pas du ciel. Bon succès pour la suite des choses. Je pense que Centraide, j'espère qu'ils réalisent qu'ils sont chanceux d'avoir un leader comme toi. Et puis, on te souhaite que du bonheur pour la suite. Un leader en mouvement, c'est ça qui est important. Je salue tout le monde. Je te remercie, François, infiniment du temps que tu accordes à la cause. C'est vraiment apprécié. Ça me fait plaisir, Bruno. À très bientôt. Salut. Bye-bye. Alors, Bruno Marchand était avec nous, directeur général de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches. Merci beaucoup aux auditeurs. Vous avez fait des dons vraiment de façon très généreuse. 1 000 $, c'est pas rien. Puis, à la gang, on va encore être capable de propager ça puis de continuer. J'en suis convaincu. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire sur iTunes, sur Spotify, tout dépendant où est-ce que vous l'écoutez. Likez la page Ça ne tombe pas du ciel et propagez la bonne nouvelle autour de vous. François Bégin vous dit merci, puis on se reparle très bientôt pour notre épisode 202 qui s'en vient à grands pas la semaine prochaine. Salut, bye!